Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons corriger le questionnaire du chapitre 17 intitulé Transformation physique. Alors, la première question, elle va arriver, la voilà. Dire ce qui est juste ou faux et éventuellement le justifier. Lors d'une transformation physique, de nouvelles entités sont formées. On sait très bien que si on transforme l'eau de glace, par exemple, en liquide, eh bien, l'eau reste l'eau. Donc, il n'y a pas de nouvelles entités qui sont formées. Donc, le petit a est faux. B, l'entité chimique qui caractérise le corps pur n'est pas modifiée. Là, oui, là, c'est tout à fait vrai, puisqu'il n'y a pas changement d'entité lors d'une transformation physique. Alors, la suite, il se produit un changement d'état. Oui, par définition, lorsqu'il y a une transformation physique, il y a un changement d'état. Bon, donc la C est exacte. Petit d, le corps pur existe dans un seul état physique. On sait très bien que lors d'un changement d'état, il y a deux états physiques et non pas un seul qui coexiste. Donc le petit d ici est faux, petit d est faux, et le petit e par contre, le corps pur existe dans deux états physiques est exact. Alors voilà, il est exact. La température du corps peut varier. On sait que c'est faux, on sait très bien que lors d'un changement d'état, la température du corps pur reste constante. Petit g, de l'énergie est échangée entre le corps pur et le milieu extérieur. Ça, c'est exact parce que pour qu'il puisse y avoir changement d'état physique, nécessairement, c'est qu'il y a de l'énergie qui est échangée entre le corps pur et l'extérieur. Donc la réponse G est exacte. Question 2. Le changement d'état d'un corps pur de l'état liquide à l'état gazeux est une fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, c'est plutôt une vaporisation, par définition. D'accord ? Donc, il n'y a que la proposition C qui est exacte, puisque les deux autres, une fusion, c'est faux, une sublimation, c'est également faux. Q3. Le changement d'état d'une espèce chimique de l'état solide à l'état liquide est... Alors, on sait que c'est une fusion, solide à l'état liquide, donc ça, c'est une fusion. Petit b est donc exact. B, une dissolution, non. Le programme veut qu'on insiste sur la différence entre dissolution et fusion. Une solidification, évidemment, non, puisque c'est l'inverse de la fusion. Alors, ensuite, question 4. Au cours de la fusion d'un glaçon, petit a, le glaçon a une température plus élevée que celle de l'eau liquide obtenue. Alors, ça ne peut pas être vrai, puisqu'on sait que la température reste constante au cours de la fusion d'un glaçon, et que l'eau et le solide coexistent. Donc, autrement dit, la température de l'eau liquide est égale à celle du glaçon. Donc, la proposition C est exacte. Il est évident que les deux autres propositions A et B sont fausses, puisque les deux phases ont la même température. Donc, on ne peut, petit a est faux et petit b est faux. On a un changement d'état d'équation. Alors, c'est la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Donc, petit f est exact. H2OS donne H2OL, c'est exact. Par contre, les deux autres propositions sont évidemment fausses, ne correspondent pas du tout à une fusion. Alors, lorsque du sel est introduit dans l'eau de cuisson des pâtes portée à ébullition, il fond, il est dilué, il se dissout, il est vaporisé. Alors, ce sera plutôt il se dissout, puisque du sel de cuisine va se disperser dans l'eau. Voilà, donc les entités Na+, et Cl- vont se disperser dans l'eau. Donc, autrement dit, le B est exact. Ils ne font pas le sel
n'est pas porté à haute température pour qu'il puisse fondre, hein, et il est dilué. Ça ne veut rien dire, hein, c'est une solution qui est diluée, ce n'est pas le soluté lui-même qui est dilué. Il est vaporisé, non, hein, ça serait un changement d'état du sel. Bon, Q6. Lorsqu'un fil d'étain devient liquide au contact d'un fer à souder, alors, bien, on sait que le fil d'étain passe de l'état solide à l'état liquide, hein, donc c'est une fusion. Donc la proposition C est exacte. Par contre, il se dissout, non, hein, l'étain ne se dissout pas dans un solvant, hein, il n'y avait pas de solvant au départ, donc c'est faux. Il se liquéfie, ce n'est pas le terme, puisque la liquéfaction serait le passage de l'état gazeux à l'état liquide, donc c'est pas du tout ça. Il rouille, c'était vite encore faux, parce que la rouille fait intervenir une transformation chimique, donc un changement d'entité. L'étain reste l'étain. Donc la proposition D est fausse. Q7. Une transformation physique se produit quand de l'eau bout dans une casserole. Effectivement, on atteint l'ébullition, c'est donc une vaporisation, hein, d'accord? Donc c'est vrai. Donc la proposition A est exacte. De la glace à moins 2 degrés Celsius est introduite dans un congélateur. Alors si elle est à moins 2 degrés Celsius, eh bien dans un congélateur on est à une température inférieure à moins 2 degrés Celsius, donc le glaçon va encore se refroidir, il ne va pas changer d'état. La glace ne va pas changer d'état, donc la proposition B est fausse. On obtient le sel dans une transformation physique, se produit quand on obtient le sel dans un marais salant. Effectivement, oui, parce qu'il y a une vaporisation de l'eau du marais salant, c'est-à-dire, ça s'appelle une évaporation, c'est une sorte de vaporisation, au niveau de l'interface entre l'eau et l'atmosphère. Donc oui, là, il se produit un changement d'état qui est une évaporation, cas particulier d'une vaporisation. Ébullition, l'ébullition, entre parenthèses, était aussi un cas particulier de la vaporisation. Un morceau de verre se brise. Donc, ce n'est pas en se brisant qu'il y a un changement d'état du verre. Donc, la proposition D est fausse. Un portail rouille. Alors, là, la rouille, c'est une transformation chimique, hein, c'est-à-dire qu'il y a changement d'entité chimique. Hein, le fer ne reste pas fer et se transforme en autre chose, en oxyde de fer. Donc, la proposition F est fausse. On verse un peu d'eau sur une plaque chauffante portée au rouge. Là, oui, alors c'est un cas particulier de vaporisation, ça s'appelle une caléfaction, c'est-à-dire c'est une vaporisation très rapide. Si vous avez versé une goutte d'eau sur une plaque chauffante, vous voyez que la goutte d'eau s'arrondit, qu'il y a une enveloppe de vapeur autour de l'eau, de la goutte d'eau qui s'arrondit, et ça ne dure pas longtemps, la goutte d'eau va se vaporiser très vite. Alors, question Q8. Lorsqu'un corps pur absorbe de l'énergie sans changer d'état, l'agitation thermique ne varie pas. Oui, parce qu'on sait que quand il y a... sans changer d'état. Sans changer d'état, non, là c'est faux, hein, puisque sans changer d'état, nécessairement la température va augmenter. Et donc c'est la proposition B qui est exacte. Hein, l'agitation thermique, au contraire, elle varie, puisque ça ne change pas d'état. Petit c, l'agitation thermique augmente. Eh bien oui, hein, température et agitation thermique sont des concepts intimement liés. Hein, donc l'agitation thermique va augmenter, tout comme la température, si le corps pur ne change pas d'état.
Sa température reste constante? Eh bien non, hein, autrement il y aurait changement d'état. Donc la proposition D est inexacte. En hiver, il y a souvent du givre sur les pare-brises des voitures. Des cristaux de givre se forment en hiver. Voilà, une photo de cristaux de givre à des températures négatives, à partir de la vapeur d'eau de l'atmosphère. La formation du givre est-elle un changement d'état? Donc, une petite réponse. Oui, car l'eau de l'atmosphère passe de l'état gazeux, c'est-à-dire la vapeur d'eau, à l'état solide, c'est-à-dire du givre, d'après l'énoncé. Alors, si oui, donnez le nom de ce changement d'état. Donc, il s'agit d'une condensation, puisque il y a eu passage de l'état gazeux à l'état solide. Et écrire l'équation du changement d'état, donc c'est la vapeur d'eau, c'est l'eau qui va changer d'état, en passant de l'état gazeux à l'état solide, donc l'équation s'écrit H2O gazeux donne H2O solide. Voilà l'équation de ce changement d'état. Alors, la formation des stalactites et des stalagmites dans les grottes est l'œuvre de l'eau qui, en érodant les roches, se charge de calcaire qui s'agglomère lors d'un écoulement très lent. Voilà ici un écoulement très lent et il va y avoir une formation de calcaire. La formation des stalactites ou des stalagmites dans les grottes est-elle un changement d'état? Pourquoi? Alors, la réponse, ce n'est pas un changement d'état, car l'eau liquide reste liquide et devient le théâtre d'une réaction chimique. D'accord? Donc, il y a eu un changement d'entité chimique. Citez 4 exemples de changements d'état de la vie courante et dans l'environnement. Ça, vous devez être capable de citer des exemples de changements d'état. Alors, entre autres, c'est dans la fiche essentielle, hein, il y a un certain nombre d'exemples qui sont cités. Par exemple, formation de buée. Hein, lorsque vous portez un masque, il y a de la buée sur vos lunettes, si vous portez des lunettes. Formation de givre, précipitation, pluie, neige, grêle, eau portée à ébullition pour cuisiner, etc., etc. Il y en a beaucoup d'exemples. Alors, question Q12. Si un corps choisi comme système change d'état en cédant de l'énergie à l'extérieur, au milieu extérieur, alors la transformation est endothermique. On sait que c'est faux parce qu'endothermique, c'est absorption d'énergie, c'est-à-dire gain d'énergie. Donc la proposition A est fausse. L'énergie thermique transférée entre le corps pur et l'extérieur est comptée négativement. Donc le corps pur est considéré comme système et donc puisque de l'énergie est cédée au milieu extérieur, effectivement l'énergie thermique transférée est comptée négativement d'après la convention du cours. Le changement d'état est exothermique, et oui, puisqu'il y a libération d'énergie, le corps pur cède de l'énergie à l'extérieur, donc le changement d'état est exothermique. Le milieu extérieur se réchauffe, oui, puisque le système corps pur cède de l'énergie au milieu extérieur, c'est donc que le milieu extérieur se réchauffe. Voilà. Alors, question Q13. Lorsque l'on sort un objet d'un frigidaire, il se recouvre immédiatement de buée. Dans cette situation, l'eau subit une liquéfaction. Alors, un petit élément de réponse. Voilà. Donc, subit une liquéfaction. La réponse A est exacte. En effet, l'eau à l'état gazeux, vapeur d'eau de l'atmosphère, se transforme en eau à l'état liquide. C'est de la buée. Donc la réponse petit a, la proposition petit a est exacte.
Alors, petit b, l'eau reçoit de l'énergie thermique. Donc, dévoilons la réponse. La réponse est erronée. En effet, l'eau, en se liquéfiant, passe d'un état moins condensé, hein, c'est-à-dire l'état gazeux, à un état plus condensé, c'est-à-dire l'état liquide, et libère donc de l'énergie. Donc là, c'est plutôt le contraire, l'eau libère de l'énergie. Bon, donc la réponse B est fausse. Petit b, alors petit b, petit c, pardon, l'eau subit une transformation exothermique. Alors, un élément de réponse, la proposition C est exacte. En effet, la liquéfaction libérant de l'énergie thermique, comme on vient de le voir précédemment, la transformation est une transformation exothermique, donc la réponse C est exacte. Petit d. Alors, petit d, lisons la proposition. L'atmosphère au voisinage de l'objet se réchauffe. Alors, analysons la réponse. La réponse est exacte. La réponse D est exacte. En effet, la transformation étant exothermique, le milieu extérieur va recevoir de l'énergie. Donc, l'atmosphère voisine de l'objet se réchauffe. Et donc, la réponse D est exacte. Ensuite, petit e. Alors, lisons la proposition. La partie de l'objet en contact avec l'atmosphère se refroidit. Alors, un élément de réponse, c'est erroné. Alors, pourquoi? La partie de l'objet en contact avec l'atmosphère, c'est quelque chose du milieu extérieur. Et donc, puisque la transformation est exothermique, ça se réchauffe. Donc, la proposition E est fausse. Proposition F. L'énergie thermique transférée entre l'eau et le milieu extérieur est comptée négativement. Alors, regardons la réponse. La réponse est exacte. En effet, puisque la transformation est exothermique et que donc il y a une libération d'énergie, donc c'est que l'énergie Q libérée est bien comptée négativement d'après les conventions de signes des échanges énergétiques donnés dans le cours. Alors, question Q14. En hiver, par temps couvert, lorsque la pluie se met à tomber, il fait moins froid. Peux-tu donner une explication? Alors, petit élément de réponse pour commencer. La formation de pluie, c'est une liquéfaction. Bien sûr, c'est le passage de l'eau de l'atmosphère d'un état moins condensé, c'est-à-dire l'état gazeux, vers un état plus condensé, c'est-à-dire l'état liquide, c'est-à-dire la pluie. Alors, la fin du raisonnement, c'est que l'eau prise comme système libère donc de l'énergie thermique. Ça, c'est dans le cours. Lorsqu'on va dans un état moins condensé vers un état plus condensé, on libère de l'énergie thermique. Le système libère de l'énergie thermique, c'est-à-dire vers l'atmosphère qui se réchauffe. Donc, autrement dit, il fait moins froid. Voilà. Donc, la réponse à la question. Question Q15. Lors d'une sublimation, un corps pur absorbe de l'énergie. Eh bien oui, parce qu'une sublimation, c'est le passage de l'état gazeux, de l'état solide à l'état gazeux, c'est-à-dire d'un état plus condensé à un état moins condensé. Il y a donc, d'après le cours, une absorption d'énergie thermique. Donc la réponse petit a est exacte. Une liquéfaction d'un corps pur est une transformation endothermique. Alors une liquéfaction,
c'est le passage d'un corps pur de l'état gazeux à l'état liquide, c'est-à-dire d'un état plus condensé à un état moins condensé. C'est donc une transformation exothermique d'après le cours. Donc la proposition B est erronée. Proposition C, au cours d'une liquéfaction, le milieu extérieur se réchauffe. Alors, comme nous venons de voir en disant que la proposition B était fausse, que la transformation était exothermique, c'est donc que le milieu extérieur reçoit de l'énergie, hein, donc il se réchauffe. Donc, autrement dit, la réponse C est exacte. Petit d, au cours de la solidification d'un corps pur, l'énergie thermique Q transférée est comptée négativement. Alors, une solidification, c'est le passage de l'état liquide à un état solide, c'est-à-dire d'un état moins condensé à un état plus condensé. Autrement dit, eh bien, il y a une libération donc d'énergie exothermique. Et si c'est exothermique, si on prend le corps pur comme système, eh bien, Q est compté négativement. Donc la réponse D est bien exacte. Autre proposition, une condensation d'un corps pur est une transformation au cours de laquelle le milieu extérieur se refroidit. Alors, la condensation d'un corps pur, c'est le passage de l'état gazeux à l'état solide, c'est-à-dire d'un état moins condensé à un état plus condensé. C'est donc une transformation qui libère de l'énergie vers le milieu extérieur. Donc, au contraire, il devrait y avoir, le milieu extérieur devrait se réchauffer. Donc, la proposition E est inexacte. La vaporisation d'un corps pur est endothermique. Alors là, la vaporisation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux, donc d'une structure condensée à une structure moins condensée. Donc autrement dit, c'est bien endothermique, hein, il y a absorption d'énergie d'après le cours, donc la transformation est endothermique. Alors, question Q16. Lors d'un changement d'état d'une masse petit m d'un corps pur, de chaleur latente L de changement d'état, l'énergie thermique Q est proportionnelle à M. Oui, on a vu dans le cours que Q égale ML, donc Q est bien proportionnel à M, c'est tout à fait juste. Donc la proposition A est exacte. B, donc Q est indépendant de M. C'est faux, évidemment, hein. Si on change la masse, on va changer la chaleur transférée, l'énergie thermique transférée. Alors ensuite, Q a pour expression Q égale M sur L, on sait très bien que c'est faux, hein, d'après le cours. Le D, Q égale L sur M est également Q égale ML, donc c'est tout à fait exact, donc la proposition E est exacte. La proposition Q égale L est inexacte. Ensuite, repasse en rouge gras là où les propositions exactes. L'énergie massique de changement d'état peut s'exprimer en, et on propose, différentes unités. Alors, essayons de voir quelles sont les propositions exactes et inexactes. Donc, premier élément de réponse, on a Q égale M fois L, ça on connaît là, c'est le cours, hein. Donc L est égal à Q sur M, et par conséquent, L apparaît comme étant le rapport d'une énergie à une masse. Donc on va s'aiguiller vers les réponses. Les unités à retenir pour grand L sont donc des quotients d'unités d'énergie par des unités de masse. Autrement dit, les propositions B, D et F sont exactes.
en effet, B, c'est kilojoules par kilogramme, c'est donc une énergie divisée par une masse. La proposition D également, joule gramme moins 1, c'est énergie divisée par masse, parce que gramme moins 1 c'est divisé par gramme, hein, bien sûr. Et la proposition petit f est également exacte, puisque c'est effectivement du joule divisé par kilogramme. Il est évident que les autres réponses sont erronées, hein, puisque ça ne correspond pas du tout à ce que l'on attend. Bon, donc autrement dit, ben, allons-y, hein, on met du rouge sur le B, le D et le F, hein, il ne faut pas oublier, voilà, et évidemment les autres ne sont pas repassés. Alors, le graphique ci-contre représente l'évolution de la température en fonction du temps, lorsque l'on chauffe du cyclohexanol initialement à l'état solide. Ici, on est à l'état solide. La pression atmosphérique est supposée constante. Le graphique comporte 5 zones numérotées de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on répond ensuite aux questions qui suivent. Alors, le cyclohexanol est-il un corps pur? Ta justification. Alors, les zones 2, ici, vous voyez, les paliers 2 et 4 sont des paliers, c'est-à-dire que la température reste constante au cours du temps. Ça correspond donc à des transformations du cyclohexanol qui sont des changements d'état d'un corps pur. Donc autrement dit, le cyclohexanol est bien un corps pur, puisque l'on a des paliers de changement d'état. Q19 précise l'état physique du cyclohexanol pour les 5 zones du graphique. Alors, regardons un petit peu. Voilà le graphique qui a été reproduit un peu à droite. Alors, la zone 1, ça part de l'état solide, évidemment. Ensuite, la zone 2, ici, c'est-à-dire le palier, correspond à la coexistence de l'état solide et de l'état liquide, ce qui est caractéristique d'un changement d'état, du changement d'état d'un corps pur. Zone 3, eh bien, le liquide, on le chauffe, donc la température va augmenter ici, du liquide. Donc 3, c'est l'état liquide. La zone 4, c'est encore un changement d'état, c'est une vaporisation. Donc c'est la coexistence entre l'état liquide et l'état gazeux. Et enfin, la zone 5, où la température recommence à monter, il n'y a que l'état gazeux, c'est-à-dire qu'on chauffe ici le gaz. Q20. Quelle zone du graphique correspond à un changement d'état? Donne alors les noms de ces changements d'état, ainsi que les valeurs des températures de changement d'état correspondantes. Alors, regardons un petit peu la réponse. La zone 2, ici, c'est évidemment passage de l'état solide à l'état liquide, c'est une fusion, et on lit la température de fusion égale à 25 degrés Celsius. Maintenant, la zone 4, c'est-à-dire ici, la zone 4 correspond à une vaporisation et on lit la température d'ébullition qui vaut 160 degrés Celsius. Excusez-moi. Voilà, Q21 indique pour chacune des zones, on va remonter un peu pour qu'on voit ce qui se passe, l'évolution au cours du temps de l'agitation thermique dans le cyclohexanol. Alors, pour les zones donc 1, 3 et 5 où la température augmente, il est logique de dire que l'agitation thermique augmente, hein, puisqu'agitation thermique et température varient dans le même sens. Les zones 2 et 4 correspondent à une agitation thermique constante, puisque la température reste constante.
Ensuite, identifie le sens du transfert thermique mis en jeu dans les deux changements d'état et précise alors s'il s'agit de transformation endothermique ou exothermique. Alors, les deux changements d'état mis en jeu sont la fusion et la vaporisation. Alors, d'après le cours, on sait que ces deux changements d'état correspondent au passage d'un état plus condensé à un état moins condensé, c'est-à-dire qu'il y a absorption d'énergie. Donc, les deux transformations, fusion et vaporisation, sont des transformations endothermiques. Alors, Q23, question sur un peu l'environnement. En hiver, certains arboriculteurs aspergent leurs arbres d'eau qui se transforme en glace sur les branches. Explique pourquoi cette opération protège les branches du froid. Alors, un peu de réflexion sur l'environnement. L'eau liquide que l'arboriculteur a dispersée sur les branches, eh bien, se solidifie puisqu'il fait très très froid. Et en se solidifiant, eh bien, cette eau liquide libère de l'énergie thermique vers l'extérieur. Donc, en particulier, vers les branches des arbres, qui font partie de l'extérieur. Les branches des arbres se réchauffent donc et sont alors protégées contre le froid. Voilà la réponse. Alors, Q24. Une gargoulette d'été. La photo, c'est la photo d'un peintre du 19e siècle, est un récipient en terre cuite, poreuse, utilisé dans les pays chauds, la Tunisie par exemple, pour refroidir de l'eau. Explique le processus de refroidissement mis en jeu dans la gargoulette. Alors, essayons de regarder un petit peu. D'abord, on va faire un petit schéma explicatif, un schéma de principe de ce qui se passe dans la gargoulette. Alors, ça c'est une paroi, un élément de paroi de la gargoulette avec les porosités. À gauche, on a représenté l'eau à l'intérieur de la gargoulette et à l'extérieur, il y a de l'air et il y a de l'air. Donc, que se passe-t-il comme phénomène au niveau de la gargoulette? Alors, la gargoulette est poreuse, donc ces parois sont traversées par de l'eau provenant de l'intérieur. Vous voyez, de l'intérieur, de l'eau va migrer à travers la paroi. Il se forme alors en permanence une fine pellicule d'eau liquide sur la surface extérieure. Cette eau s'évapore à l'air ambiant. Alors lorsqu'il y a une évaporation, eh bien immédiatement, donc il n'y en a plus, mais il y a encore de l'eau qui arrive. Donc elle est régénérée en permanence par de l'eau liquide venant de l'intérieur. En permanence, il y a donc une fine pellicule d'eau en contact avec l'atmosphère. Alors, que se passe-t-il? Il y a une évaporation, bien sûr, et l'évaporation de l'eau liquide, de la petite pellicule d'eau prise comme système, on sait qu'elle est endothermique. Donc, puisque c'est passage d'un état condensé à un état moins condensé, il y a donc, si vous voulez, un refroidissement du milieu extérieur, puisque c'est le milieu extérieur qui donne cette énergie à l'eau pour se vaporiser, donc le milieu extérieur se refroidit. Il y a donc, si vous voulez, refroidissement de la paroi, de cette paroi-là de la gargoulette, et aussi de l'eau à l'intérieur, progressivement par conduction de l'eau à l'intérieur de la gargoulette. Puisque, bien évidemment, quand c'est quelque chose, une énergie est perdue à ce niveau-là, il y a de l'énergie qui est perdue ici, et la gargoulette, l'eau à l'intérieur de la gargoulette se refroidit. Alors, une autre situation, le diode I2 en solution dans l'éthanol est un antiseptique. À température et pression atmosphérique ambiante,
le diode solide se sublime très rapidement. Une donnée énergétique, l'énergie massique de sublimation, L sublim, égale 2,27 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. Alors, question Q25. La préparation de la solution de diode est-elle une fusion ou une dissolution? Alors là, c'est la question classique en seconde. Distinguer une dissolution d'une fusion, c'est effectivement ici une dissolution car le diode se disperse dans le solvant éthanol. Voilà, le diode n'a pas subi de changement d'état lorsque on prépare une solution. Écrit l'équation de la sublimation du diode. Alors maintenant, on retourne au diode à l'état solide et exposé à l'atmosphère. Donc on n'est plus dans le cadre d'une solution. Alors, écrit l'équation de la sublimation. Alors, la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Donc, il est logique d'écrire I2 à l'état solide, donne une flèche, donc I2 à l'état gazeux. Décrit l'évolution Q27 de l'arrangement des molécules de diode lors de la sublimation. Alors, les molécules de diode passent de l'état solide très condensé, donc elles sont bien tassées, où elles sont rigidement liées les unes aux autres, à l'état gazeux, c'est-à-dire très peu condensées, où elles sont très éloignées les unes des autres. Voilà un petit peu la description qualitative de la modification, de l'arrangement des molécules de diode lors de sa sublimation. Q28 identifie le sens du transfert thermique, puis déduit le caractère endothermique ou exothermique du changement d'état, et on demande est-ce en accord avec la donnée de l'énoncé. Alors, un petit élément de réponse, le passage d'un état moins condensé à un état plus condensé a lieu grâce à une absorption d'énergie. C'est ce qui se passe dans la sublimation. Donc, autrement dit, bien, nous avons donc un caractère endothermique du changement d'état. Est-ce en accord avec la donnée de l'énoncé? Alors, on regarde un petit peu. La valeur de l'énergie massique de sublimation est positive, manifestement. Ça veut dire que pour 1 kg de substance de diode vaporisée, eh bien, on a une énergie positive. Donc, c'est normal, ce qui est en accord avec le caractère endothermique du changement d'état. Le transfert thermique entre le diode à l'état solide et l'extérieur est compté positivement, c'est bien endothermique. Évalue Q29 l'énergie thermique absorbée par une masse M égale 5,0 g de diode pour se sublimer. Là, on va appliquer la formule du cours Q égale ml. Donc, ici, dans cette situation, le transfert thermique pourra s'écrire théoriquement Q égale M, masse de diode, fois L sublimation, égale alors 5,010-3 kg. En effet, on met du kilogramme parce pour accorder l'énergie, la masse, l'unité de masse avec l'unité joule par kilogramme de L suppli. Donc kilogramme moins 1 ici et kilogramme ici. Multiplié par 2,27 10 puissance 5. Donc égale 1,1 fois 10 puissance 3 joules égale 1,1 kJ. On voit bien que c'est cohérent d'un point de vue unité, puisqu'ici kilogramme multiplié par joule multiplié par kilogramme moins 1, kilogramme fois kilogramme moins 1, c'est kilogramme puissance 0, c'est-à-dire 1. Autrement dit, il ne reste plus que le joule, donc les unités, il y a bien cohérence des unités. Alors, lors d'un orage, un grêlon, nouvelle situation, un grêlon de masse M égale 4 g parvient au sol à sa température de fusion
de 0 degrés Celsius, avec une énergie de 1,6 joules. La moitié de cette énergie, on vous donne cette information, se transforme en énergie thermique cédée au grêlon, et l'autre moitié est transférée au sol, un choc. Donné, énergie massive de fusion de l'eau, L fusion égale 3,33 joules Kelvin moins 1. Alors la question Q30 prévoit qualitativement l'effet sur le grêlon du transfert d'énergie qui a lieu lors du choc entre le grêlon et le sol. Alors là, pas de calcul, juste un peu de qualitatif. L'énergie transférée au grêlon peut provoquer la fusion partielle ou totale du grêlon. Il y a de l'énergie qui a été captée, absorbée par le grêlon, mais ça peut entraîner un changement d'état. Calcule la masse M de grêlon qui fond lors du choc. Et un commentaire. Alors, on va appeler M' la masse de grêlon qui est passée à l'état liquide, qui est censée être passée à l'état liquide. Et là, on sait que l'énergie absorbée par le grêlon est égale à 1,6 sur 2 égale 0,80 joules. Voilà, donc on connaît cette énergie. On veut calculer la masse M' qui a changé d'état. Donc, on va appliquer la relation qui existe entre Q et M'. Q égale M' fois L fusion, c'est du court. M' étant la masse de grêlon qui a changé d'état, qui est passée à l'état liquide. On en déduit donc M' égale Q sur L fusion. Et Q, c'est 0,80 joules. Donc 0,80 joules au numérateur, divisé par 3,33 10 puissance 5. On copie la donnée et on sait que c'est en joules par kilogramme. Donc on voit très bien qu'il va nous rester des kilogrammes à la fin en faisant le calcul ici. Donc on a M' égale 2,4 10 puissance moins 6 kg. Et si on veut le changer en grammes, on veut le convertir en grammes, ce qui est plus logique, 2,4 10 puissance moins 3 grammes. Alors, le commentaire. On va comparer cette masse qui a changé d'état à la masse du grêlon. Alors, pour les comparer, on va faire le rapport. Donc, M', masse qui a changé d'état, divisé par la masse du grêlon. Donc, tout calcul fait, c'est-à-dire qu'il faudra écrire 2,4 10 moins 3 divisé par 4 grammes, et on va avoir 0,6 10 puissance moins 3. C'est-à-dire qu'il y a une fraction infime, 0,6 millième du grêlon qui est passé à l'état liquide. C'est-à-dire qu'il a fondu. La fusion du grêlon est donc difficilement détectable lors de cet impact, l'impact du grêlon sur le sol. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, les physiciens français Lavoisier et Laplace mettent au point un calorimètre destiné à mesurer des énergies thermiques échangées entre différents corps. Calorimètre, c'est un récipient avec un couvercle et qui limite au maximum les fuites thermiques, c'est-à-dire qui est isolé énergétiquement d'un point de vue échange thermique de l'extérieur, quasiment isolé. Rien n'est parfait. Il découvre que la chaleur nécessaire pour faire fondre la glace est égale aux 3/4 de celle qui élève la même masse d'eau de la température de la glace fondante à celle de l'eau bouillante. Alors on donne pour résoudre ce problème, cet exercice, deux données, l'énergie Q exprimée en joules, échangée par un corps de masse petit m en kilogrammes qui subit une variation de température que l'on note ΔT et qui par définition est égale à la température finale moins la température initiale exprimée en degrés Celsius sans changer d'état physique, a pour expression Q égale
M multiplié par C multiplié par delta T. Ce n'est pas à connaître par cœur, c'est juste une information qui donne l'expression de l'énergie échangée par un corps sans changer d'état, lorsque sa température varie. Avec petit c, la capacité thermique massique du corps, exprimée en joules kg-1, degré Celsius-1. Alors, on peut essayer d'expliquer cette unité. Vous voyez que petit c peut s'écrire Q divisé par M divisé par delta T, c'est-à-dire Q multiplié par M puissance moins 1 multiplié par delta T puissance moins 1, et il est logique que petit c soit exprimé en joules, c'est-à-dire énergie, kg-1, masse-1, degré Celsius-1, c'est-à-dire température moins 1. Et enfin, la capacité thermique massique de l'eau liquide, C égale 4,18 fois 10 puissance 3 joules kg-1 degré Celsius-1. Alors, la question est la suivante. Calcule la valeur L-fuse de la chaleur latente de fusion de l'eau trouvée par Lavoisier et Laplace et compare à une valeur de référence couramment admise, donc de fusion, 3,33 fois 10 puissance 5 joules kg-1, en tétant d'un calcul d'écart relatif. On demande un commentaire et on demande comment expliquer l'écart. Alors, un petit embryon de réponse pour commencer. Il faut traduire en fait par une équation. Donc c'est une mise en équation, comme l'on dit, la phrase suivante. La chaleur nécessaire pour la fusion d'une masse petit m de glace égale 3/4 de la chaleur qui élève la même masse petit m d'eau de 0 degré Celsius à 100 degrés Celsius. Donc en fait, je ne fais que traduire la phrase du texte. La chaleur nécessaire pour faire fondre la glace est égale aux 3/4 de celle qui élève la masse d'eau de la température de la glace fondante, c'est-à-dire 0 degré Celsius, à l'eau bouillante, c'est-à-dire 100 degrés Celsius. Voilà donc traduit déjà semi-qualitativement la phrase du texte. Alors maintenant, on va y coller une équation. Donc ça, c'est apprendre à mettre en équation. Alors, on essaye de coller une équation sur cette phrase. Donc, la chaleur nécessaire pour la fusion d'une masse m de glace, eh bien, c'est Q, bien entendu, égale m fois L fusion. L fusion est l'inconnu du problème. Là, c'est le premier membre de l'équation. Le deuxième membre de l'équation, il va donc falloir l'exprimer. Alors, on va l'exprimer. La chaleur qui élève petit m, la masse petit m d'eau liquide de 0 degré à 100 degrés Celsius, c'est m multiplié par c multiplié par delta t, avec delta t égale 100 moins 0 égale 100 degrés Celsius. Alors pourquoi c'est ça? Bien c'est parce que on utilise la formule qui est donnée dans le texte. Q égale mc delta t, c'est-à-dire l'énergie thermique nécessaire pour élever une masse m de corps pur sans changement d'état pour une élévation de température de delta t. Donc voilà, on a exploité une autre donnée du texte. Et maintenant, on va égaliser ces deux expressions-là avec, n'oublions pas, le facteur 3/4. Et là, on va obtenir la fameuse équation attendue. C'est-à-dire, eh bien, m fois L fusion, voilà, c'est le premier membre de l'équation, égale 3/4 multiplié par l'expression du transfert thermique pour élever la masse d'eau liquide de 0 à 100 degrés, c'est-à-dire 3/4 de mc fois delta t. On en déduit l'inconnu qui est L fusion, et L fusion c'est donc égal à, eh bien on va simplifier ici par m, et on en déduira L fusion égale 3/4 de C fois delta T.
évidemment, ça ne dépend pas de la masse petit m qu'ils font, heureusement, hein, parce que L-fusion, c'est une caractéristique de l'eau, hein, et non, ça ne dépend pas de la masse d'eau que l'on a fait fondre. Alors, un petit calcul numérique. Application numérique, L-fusion égale 3/4 fois 4,18 fois 10 puissance 3. Alors, on met les unités pour bien voir que c'est cohérent. Joule, kilogramme moins 1, degré Celsius moins 1. Et multiplié par 100 en degrés Celsius. Donc, tout calcul fait, on va avoir L-fusion égale 3,14 fois 10 puissance 5. Joule, kilogramme moins 1. Alors, on voit très bien, si on regarde les unités, il faut s'habituer à regarder les unités pour voir que c'est cohérent, que l'unité de L est cohérente. Joule multiplié par kilogramme moins 1, multiplié par degré Celsius moins 1, multiplié par degré Celsius. On voit que degré Celsius moins 1, multiplié par degré Celsius, ça fait degré Celsius à la puissance 0, c'est-à-dire qu'il y a disparition de l'unité degré Celsius. Et il ne reste donc que le joule kilogramme moins 1, c'est bien ce que l'on obtient ici. Alors ensuite, eh bien, on va essayer de finir de répondre à la question. On va essayer de comparer à la valeur admise, 3,33 10 puissance 5, en réalisant un calcul d'écart relatif. Alors, regardons un peu. Donc, l'écart relatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a mesuré une valeur de L-fusion qui est 3,14 10 puissance 5. Voilà. Et on va retrancher la valeur couramment admise, 3,33 10 puissance 5, c'est-à-dire l'écart entre les deux valeurs. Mais relatif, c'est-à-dire relatif à la valeur de référence 3,33 10 puissance 5 couramment admise. Alors on fait le rapport et on multiplie par 100, et on va avoir l'écart relatif en pourcent qui vaut 5,70%. Alors, on attend un petit commentaire. Le commentaire, donc, résultat, qui est un résultat donc satisfaisant, il y a un faible écart relatif. Alors, faible entre guillemets, bien sûr, hein, tout est relatif, comme disait Einstein. Donc, faible parce que 5,70%, c'est, on aurait un écart, si on avait un écart très important, on aurait de l'ordre de 10 à 15%, voire plus. Là, 5%, on peut considérer que c'est faible. Alors, c'est un écart qui est dû aux pertes thermiques dans le calorimètre. Le calorimètre n'est pas complètement étanche, il y a des pertes thermiques, et c'est pour cela qu'il y a un écart à une valeur de référence, mesurée avec une grande précision. Alors, petite résolution de problème. On peut appeler donc garçon un lait chaud. Alors, dans les cafés, le lait est réchauffé à l'aide d'un percolateur. Cet appareil génère un jet de vapeur à 120 degrés Celsius. Cette vapeur, projetée à l'intérieur du lait, permet de le réchauffer en se liquéfiant. À l'aide d'un percolateur, un serveur réchauffe 220 ml de lait initialement à la température de 18,0 degrés Celsius. Voilà, donc là il envoie un jet de vapeur dans un pichet de lait, le garçon. Il porte ainsi ce lait à une température de 60 degrés Celsius, 60,0 degrés Celsius. Alors on donne de l'information qu'il va falloir exploiter, extraire, exploiter les informations utiles. C'est un peu ça la compétence. Donc, document 1, on suppose que les transferts thermiques se font uniquement entre le lait et la vapeur d'eau, qu'il n'y a pas de transfert thermique avec l'atmosphère extérieure, avec le garçon, etc. Ce qui n'est pas tout à fait juste, c'est une modélisation de ce qui se passe. Et que toute la vapeur d'eau injectée devient liquide, puis se refroidit jusqu'à 60,0 degrés Celsius. Alors, des données numériques, la masse volumique du lait, l'énergie massive de liquéfaction de l'eau,
Vous voyez qu'il y a un moins, hein, parce que c'est normal, hein, liquéfaction c'est un phénomène, c'est une transformation exothermique. Énergie transférée lors d'une variation ΔT sans changement d'état d'une masse M d'un corps de capacité thermique C, Q égale MC fois ΔT, donc ça c'est une formule qu'on a déjà vue dans l'exercice précédent, mais qui n'est pas du tout par cœur. CO gazeux, on donne la valeur de la capacité thermique massique de l'eau à l'état gazeux, et aussi les capacités thermiques de l'eau à l'état liquide et du lait à l'état liquide qui sont très voisines, et on donne la valeur. Et on demande alors de répondre aux questions. À la question Q33, donc, la question Q33, c'est calcule la masse de vapeur d'eau que le serveur doit injecter dans le lait. C'est-à-dire, c'est une question de but en blanc qui nécessite plusieurs étapes. C'est ce que l'on appelle une tâche complexe. Bien, eh bien, on va regarder un petit élément de réponse. Voilà. Alors, le raisonnement. D'après le document 1, voilà, le document 1, on voit ici, là, ici, toute l'énergie Q' libérée par la masse M' d'eau injectée dans le lait, masse qui est inconnue du problème, et Q' est alors négatif, pour injecter dans le lait pour le réchauffer, est absorbée par une masse connue, petit m, de lait, sous forme d'une énergie thermique comptée positivement. Ainsi, il faudra traduire pour calculer M', qui est l'inconnu du problème, il faudra écrire que Q' égale moins Q'. Alors pourquoi moins? Bien parce que le transfert thermique Q est référencé au système masse de lait, donc Q est positif, et que l'énergie Q' est référencée à la masse M' d'eau que l'on a injectée, c'est-à-dire Q' négatif. Il est logique d'écrire que Q égale moins Q' pour dire que toute l'énergie libérée est absorbée par la masse d'eau et est absorbée par le lait. Donc, on va calculer Q et Q'. Alors, le calcul de Q. Alors, Q, c'est l'énergie thermique absorbée par le lait pour faire passer sa température de 18 à 60 degrés Celsius. Donc, on écrira donc que Q égale MC lait liquide fois ΔT, en appliquant la formule donnée dans le document 2, avec ΔT égale 60,0 moins 18,0, soit 42 degrés Celsius. Et puis, M, la masse de lait, qui intervient dans la formule de Q, M égale ρ lait fois V lait égale 1,0 kg litre moins 1, qui est donné au début, dans les données, multiplié par 220, 10-3, c'est de 220 ml. Alors évidemment, on accorde des unités en convertissant 220 ml en litres. Et on va obtenir 0,220 kg. D'autre part, petit c, lait liquide est donné ici, 4,18 kJ, kilogramme moins 1, degré Celsius moins 1, et on pose le calcul, Q égale 0,220 en kilogrammes, on précise les unités pour voir si on n'a pas oublié de convertir. On multiplie par 4,18 kJ, kilogramme moins 1, degré Celsius moins 1. Vous voyez que le kilogramme, ici il y a du kilogramme, ici du kilogramme moins 1. Donc les unités de masse et de capacité thermique s'accordent. Multiplié par 42 en degrés Celsius. Nous aurons donc 38,6 kJ qui ont été reçus par le lait. Alors, plus délicat maintenant, c'est l'eau. On va calculer le Q'. Alors, calcul de Q'. Alors, la masse petit m' inconnue d'eau injectée passe de 120 degrés Celsius
à l'état gazeux, donc, à 60 degrés Celsius, à l'état liquide. Q' est donc la somme de 3 transferts thermiques. Premier transfert thermique, il a fallu faire parvenir l'eau liquide de 120 degrés Celsius à 100 degrés Celsius, qui est la température de liquéfaction. Donc, c'est l'énergie libérée par M' pour passer de 120 degrés Celsius à l'état gazeux à 100 degrés Celsius à l'état gazeux. Ensuite, Q2 égale l'énergie libérée par la liquéfaction M'. Alors, dans la Q1 ne correspond pas à un changement d'état, correspond à un abaissement de la température. Par contre, Q2, c'est l'énergie libérée par la liquéfaction de M' passant de 100 degrés à l'état gazeux à 100 degrés à l'état liquide. Là, il s'agit d'un transfert thermique de changement d'état, donc de mise en jeu dans la liquéfaction. Ensuite, Q3 sera l'énergie libérée par le refroidissement de M', de la masse M' d'eau de 100 degrés Celsius, 100 degrés Celsius à l'état liquide, à 60 degrés Celsius à l'état liquide. Voilà donc ces 3 transferts thermiques qu'il va falloir calculer. Alors, premier calcul de Q1. Q1 en kilojoules, c'est un transfert thermique dû à un refroidissement. Donc M' multiplié par CO gazeux, refroidissement de l'eau gazeuse, entre 120 degrés Celsius et 100 degrés Celsius. Donc multiplié par delta T1 égale M' en kilogrammes. Donc M' c'est une inconnue. C'est l'inconnue du problème, donc on ne peut pas lui donner de valeur pour l'instant. On doit la calculer. Multiplié par 1,89 kJ kilogramme moins 1 degré Celsius moins 1, donc ça c'est CO gazeux, multiplié par 100 moins 120. On voit qu'il y a accord entre les unités, puisqu'il y a ici du kilogramme et du kilogramme moins 1. On aura donc Q1 en kilojoules égale moins 37,8 fois M', et M' étant l'inconnu du problème, exprimé en kilogrammes. Ensuite, le calcul du deuxième transfert thermique, qui est un transfert qui engendre un changement d'état. Donc, Q2 en kilojoules égale M' multiplié par L, liquéfaction, puisqu'il y a liquéfaction, égale M' toujours inconnu, multiplié par moins 2257 kJ kilogramme moins 1. Alors, on a un moins, vous voyez qu'on a un moins dans le premier cas, un moins dans le deuxième cas, et oui, évidemment, il y a un, on va passer, chaque fois, on refroidit, la vapeur se refroidit, puis change d'état, donc tout ça c'est exothermique, c'est pour ça qu'il y a des moins tout le temps. Moins 2257 fois M' en kilogramme. Et enfin, le calcul de Q3 qui sera également négatif puisqu'il va y avoir encore un refroidissement. Q3 en kilojoules égale M'(C) au liquide fois delta T3, encore une autre variation de température, entre 100 degrés et 60 degrés Celsius, multiplié par 4,18 kJ kilogramme moins 1 degré Celsius moins 1 fois 60 moins 100. Et on va trouver moins 567 fois M' en kilogrammes. Vous voyez que M' c'est l'inconnu et on va avoir à la calculer. Donc le calcul de Q'. Alors, Q' c'est évidemment la somme des 3 transferts thermiques que l'on a précédemment calculés. Q1 plus Q2 plus Q3. Donc, on recopie tous ces transferts thermiques. Voilà. Et Q' sera égal à moins. Alors, vous voyez que le petit M' peut se mettre en facteur. C'est un facteur commun. Donc, moins, il y a un signe moins aussi qui peut se mettre en facteur. Facteur de 37,8 ici, plus 2257 ici, plus 167 ici. Et tout calcul fait, on va trouver moins 2461 fois M', avec M' exprimé en kilogrammes. Donc, on va maintenant
calculer M'. Alors on va traduire l'équation Q égale moins Q' qu'on avait élaborée lors du raisonnement, ce qui donne l'équation, va nous donner l'inconnu M'. Donc on va avoir 38,6 kJ, hein, c'était le transfert thermique reçu par le lait, égale à moins Q', alors on va mettre moins, et on va mettre moins, il y a deux signes moins qui se neutralisent, 2461 fois M', heureusement qu'ils se neutralisent, parce qu'autrement on aurait trouvé une masse M' négative, et une masse c'est toujours positif. Donc M' égale 38,6 divisé par 2461, et on va trouver 15,7 grammes. Donc la conclusion, c'est qu'il faut donc injecter 15,7 grammes de vapeur d'eau prise à 120 degrés Celsius pour faire passer 220 ml de lait de 18 degrés Celsius à 60 degrés Celsius. La correction du questionnaire est terminée. Je vous remercie.